Bienvenue sur Esperland, le podcast par Ben. Je suis Ben et au travers de discussions, de témoignages, je vais donner la parole locale à des personnes concernées par différents troubles, à des professionnels de la santé qui témoignent de leur engagement au quotidien, pour changer le regard sur la santé mentale. Ce podcast, complètement inédit dans les Landes, est un nouveau projet d'Esperland, une équipe de pères aidants professionnels qui agissent chaque jour pour écouter, soutenir, par le biais d'une ligne d'écoute téléphonique 7 jours sur 7. Soutenu par l'Agence régionale de santé et de nombreux partenaires, Esperland s'inscrit dans une dynamique de renforcement des moyens d'accompagnement autour de la santé mentale. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Elle a 27 ans et elle est ergothérapeute en santé mentale. Son parcours n'était pourtant pas écrit d'avance. Camille commence ses études dans le commerce, mais à cette période de sa vie, elle traverse une dépression qui va profondément changer sa trajectoire. Après avoir validé son diplôme, elle décide de prendre une année pour prendre soin d'elle et réfléchir à ce qui a du sens pour la suite. C'est à ce moment-là qu'elle se réoriente vers le soin et l'accompagnement des personnes en situation de handicap et qu'elle découvre un métier qu'elle ne connaissait pas encore, l'ergothérapie. Une découverte presque par hasard, même si, comme elle aime le dire, le hasard n'existe pas vraiment. Après son diplôme, elle travaille d'abord avec les enfants, puis avec les personnes âgées. La psychiatrie, elle, lui fait un peu peur au début. Elle refuse même un premier poste en santé mentale parce qu'elle ne se sent pas encore prête. Et puis à un moment charnière de sa vie, une opportunité se présente. Et cette fois, elle accepte. En quelques semaines, elle comprend qu'elle a trouvé sa voie. Aujourd'hui, elle accompagne des patients dans leur quotidien, retrouver de l'autonomie, reprendre confiance, se reconnecter à eux-mêmes à travers les activités, la créativité ou l'écriture. Dans cet épisode, on va parler avec elle de son parcours, de son métier et de ce que signifie accompagner la santé mentale au quotidien. Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous. Bonjour. Bonjour Ben, merci de m'accueillir en tout cas, ça me fait grandement plaisir. C'est moi qui te remercie. Écoute, on va commencer, simplement. Quand tu repenses à ton parcours, à quel moment tu dirais que ton regard sur la santé mentale a vraiment commencé à changer? Je pense que dans mon parcours, il y a eu 2 déclics. Le premier, c'est quand j'ai été moi-même concernée, donc à 19 ans. Je pensais pas qu'on pouvait faire une dépression si jeune et en fait, une fois qu'on est dedans, on se rend compte que, bah, ça touche tout le monde et qu'il y a vraiment pas d'âge ni de situation qui passe à l'exception. Donc cette dépression, déjà, ça m'a ouvert les yeux sur, énormément de choses. J'ai dû énormément me remettre en question et j'ai décidé de changer de vie à ce moment-là. Autant dans mes relations que dans mes études, dans ma façon de voir la vie surtout. Parce que j'étais quelqu'un de très anxieuse et de très discrète avant. Je dirais pas que je prends beaucoup de place maintenant, mais je pense que je prends la place que j'ai envie de prendre, dans cet univers, on va dire, si on peut parler comme ça. Donc ça a été vraiment le premier déclic sur la santé mentale et être vraiment plus ouvert d'esprit quand on rencontre des gens et Mmh, pouvoir garder en tête que chaque personne traverse des épreuves qui sont pas forcément visibles et donc sans aller jusqu'au handicap invisible, c'était vraiment cet aspect-là de moi, enfin, du moins pour moi qui m'a marquée, c'est que pour beaucoup, je pouvais pas être dépressive. En fait, c'était pas possible parce que j'étais quelqu'un qui était sociable et cetera. On perd le goût de vivre. C'est-à-dire que je sais pas moi, le matin, dans le quotidien, au jour d'aujourd'hui, je me lève, je sais que j'ai un travail où je me sens heureuse et libre. J'ai une vie sociale, j'ai une famille, j'ai des projets, des envies, des rêves, plus ou moins grands à accomplir. Quand on est en dépression, en fait, on voit pas l'intérêt de continuer à se lever le matin et on se lève parce qu'il faut se lever, pas parce qu'on en a envie. On n'a pas de but, en fait et on se dit: «Bah, là, je tiens juste un jour de plus et puis demain, de toute façon, ce sera pareil». On ressent une profonde tristesse et on vraiment, c'est pour moi, c'était vraiment cet effet tunnel de pilote automatique. Il faut avancer parce qu'il faut avancer, mais pas parce que j'y porte de l'intérêt, parce que j'y porte du goût. Je vois mes amis parce qu'en fait, il faut voir ses amis. Je continue d'aller prendre l'air parce qu'il faut aller prendre l'air, mais parce que il faut. C'est vraiment ça, il faut et puis un jour, en fait, on décide que pourquoi il faut? Bah, il y a rien qui nous guide, il y a rien qui nous mène et en fait, on finit par laisser tomber donc moi, quand ça m'est arrivé, j'ai accepté l'hospitalisation parce qu'on m'a proposé de l'aide et c'est pas facile à accepter.
Parce que déjà dans un premier temps, il faut accepter le diagnostic. Donc accepter d'être hospitalisé, c'est accepter qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça le rend réel en fait. On peut plus y échapper et on est face à ça. Et puis au final, pour moi, ça a été vraiment, une excellente chose et vraiment si je peux véhiculer ce message, c'est, si vous acceptez de vous faire aider. Franchement, pas en tant que professionnel, là je le dis, je le dis en tant que moi patiente à l'époque. Ça m'a vraiment, littéralement sauvé la vie et il y a pas de recette miracle. Il y a des personnes pour qui ça va être rapide, il y a des personnes pour qui c'est pas rapide. Puis en fait, sans s'en rendre compte, un jour, on reprend goût aux choses. On reprend goût aux activités, ça nous fait plaisir de voir les amis, pas parce qu'on les voit par nécessité, mais parce que ça nous fait plaisir de prendre de leurs nouvelles. On a des projets qui reviennent aussi, ça c'est très dur d'avoir des projets quand on est en dépression, parce qu'en fait on n'y voit pas l'intérêt, parce que de toute façon on se dit: «Que ce soit demain ou dans 6 mois, je souffrirai toujours et je prendrai pas de plaisir à tout ça». On est vraiment très, on est anesthésié, en fait. C'est un tunnel et on avance, mais il se passe rien. Vraiment, c'est vraiment pour moi, ça a été ça, en tout cas et je le vois dans mes patients, ça peut être plus ou moins différent, d'une personne à l'autre et surtout, moi, ce qui m'impressionne et je pense que c'est une chance dans cette dépression que j'ai eue, c'est que ça a été plus ou moins rapide quand même. Parce que pour moi, au total, entre le moment où on a posé le diagnostic et le moment où le diagnostic a été f de guérison a été posé, s'est écoulé qu'1 an. Il y a des personnes pour qui ça peut durer des années, il peut y avoir des rechutes. Moi, j'ai la chance de ne pas en avoir fait. Je pense vraiment que mon parcours, il y a pas eu de hasard et j'ai rencontré des gens très inspirants dans mon parcours de guérison qui voilà, qui m'ont donné le goût de me battre et ça, je pense que ce déclic-là, cette envie de se battre, elle vient plus ou moins rapidement et puis des fois, en fait, on n'a plus envie finalement, ça revient. C'est tellement différent d'une personne à l'autre, mais la dépression, c'est vraiment le fait d'être, on est en attente. On sait pas ce qu'on attend, mais on attend parce qu'il se passe rien, en fait. On continue d'avancer parce qu'on doit avancer, mais l'envie, elle est vraiment pas là, quoi. Du moins, c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce que je peux entendre, hem, dans le discours de mes patients, la plupart du temps. Le deuxième déclic que j'ai eu, c'est, dans mon métier où, du coup, je suis passée de l'autre côté parce que j'ai été soignée auparavant et je suis devenue soignante. Ce déclic-là, il a été majeur pour moi. Comme tu le disais dans ton intro, pour moi, la santé mentale, c'était vraiment pas évident, de me lancer là-dedans. Pour moi, je pensais pas d'ailleurs me lancer dedans un jour tout court, parce que je me sentais pas légitime, dans un premier temps. Je me sentais pas légitime d'aller travailler dans la santé mentale alors que moi-même, entre guillemets, avec des grandes guillemets bien sûr, j'avais été faible, dans un premier temps. Alors qu'en fait, qui de mieux pour soigner que quelqu'un qui a déjà été soigné pour ça? C'est-à-dire que mon point de vue, il est, plus ouvert, je pense, que certains thérapeutes qui, je me suis certaine, font très bien leur métier, hem, du fait que moi-même je sois passée par là à une époque de ma vie. Donc mon regard, il est passé de soignée à soignante et c'était très intéressant et ça l'est d'ailleurs toujours. Oui, à ce niveau-là, tu vas pas prêcher un convaincu, forcément. Tu as juste une carte supplémentaire, en tout cas, si on peut dire ça comme ça, par rapport à d'autres praticiens. C'est qu'effectivement, tu as un recul, sur un épisode de ta vie, qui t'a donné, beh, un vécu et un autre savoir expérientiel que d'autres n'ont peut-être pas. C'est juste ça que tu as de plus. Exactement et en fait, ce déclic-là de m'autoriser à devenir soignante, c'est parti, comme je l'ai si bien dit, il y a pas de hasard. C'est parti d'une conversation avec une amie qui était diététicienne et qui avait, rencontré des troubles alimentaires dans sa vie et qui se trouvait pas légitime, en fait et je lui ai dit: «Mais tu es encore plus légitime que toi-même tu as eu des troubles de l'alimentation, donc tu sais ce que tes patients traversent». Et tout d'un coup, ça m'a renvoyé à moi en mode: «Ah mais toute ma vie, je me suis dit que j'irais pas en santé mentale parce que moi-même j'avais été concernée par des troubles de santé mentale, alors qu'en fait je suis tout autant légitime que n'importe quel autre thérapeute». Et après ça dépend vraiment des affinités. Enfin, je parle de la santé mentale et je pense que là, j'ai trouvé ma vocation. Comme il y a des personnes, que ce soit des ergothérapeutes ou pas, qui vont trouver leur voie dans la rééducation, dans l'accompagnement. Enfin, il y a tellement de choses qui existent, mais il faut pas se sentir, heu, moins légitime qu'un autre de travailler dans ça.
À partir du moment où on donne, on fait de notre mieux et on essaye au mieux d'accompagner, tout ça. Le plus important aussi, c'est de s'épanouir là-dedans et de trouver sa voie et il faut pas se fermer des voies parce que pour n'importe quelle excuse, en fait. Pour resituer, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup apprécié notre première rencontre, pour ceux qui nous écoutent, c'était lors d'un stage que j'effectue moi-même, dans, la structure où tu travailles et j'avais pu constater aussi que tu avais même développé tes propres méthodes en te basant sur les outils, bien entendu, que tu as appris, lors de ta formation d'ergothérapie. Mais je me souviens notamment de cet arbre de vie, ça m'avait vraiment frappé que tu avais remis en quelque sorte à ta sauce. Tu peux nous éclairer un peu plus sur ta pratique? Ce que j'ai beaucoup apprécié dans la clinique où je travaille, c'est qu'ils m'ont laissé, libre cours, dans mes ateliers. Ils m'ont dit: «Fais ce que tu as à faire, on verra ce que ça donne» et voilà, donc les retours, étant donné qu'ils étaient positifs, j'ai pu continuer de faire évoluer tout ça. Ce que j'aime dans l'arbre de vie, c'est l'analogie, je m'en sers, à titre thérapeutique. C'est l'analogie qu'on peut faire entre la nature et la vie humaine. On a des cycles, des fois ça va pas, bah, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas aller tout le temps bien, bah, sinon ce serait trop beau et il faut juste s'autoriser et ne pas culpabiliser avec ces périodes où on va mal et il faut prendre conscience que, les bourgeons peuvent revenir, les feuilles vont revenir, le printemps va revenir et donc cet arbre de vie, j'en ai fait l'analogie, c'est un schéma qu'on va venir représenter sur une feuille toute simple. C'est pas du tout dans l'aspect créatif, bien que ça parle à certains plus qu'à d'autres. Dans chaque partie de l'arbre, on va représenter, le chemin de vie, en fait. Les racines, c'est de là où on vient. Le tronc, c'est vraiment la force qui nous représente. Qu'est-ce qui nous caractérise et quelles sont nos qualités qui vont nous permettre de tenir debout au quotidien. Dans la terre, ben, c'est comme les plantes, ce dont on a besoin pour grandir et s'épanouir et plus important et vraiment mon objectif dans cet atelier de ce que je propose à mes patients, ce sont les branches et les feuilles. C'est-à-dire que les branches vont représenter les projets qu'on va essayer de mener à bien, grâce aux feuilles. Donc les feuilles sont les actions qu'on va venir mettre en place, les ressources auxquelles on va devoir faire appel. C'est-à-dire que si on prend un projet, je sais pas moi, passer le permis de conduire, on va devoir, en ressources utiliser un aspect financier et en action à mener, bah, ça va être passer un coup de fil à l'auto-école. Ça paraît complètement dérisoire à noter comme ça sur une feuille, mais pour certaines personnes qui ne vont pas bien, c'est très anxiogène de gérer tout ça et le fait de pouvoir le représenter sur un schéma ou sous forme de liste pour les plus, réticents à la créativité, ça permet de clarifier un peu ce qu'on a dans la tête et c'est vraiment ça que j'essaie de leur apporter, c'est de clarifier leur situation, de voir dans quelle direction ils veulent aller et comment y arriver, en fait et pour la plupart, ils rentrent dans l'atelier en me disant: «Non mais je sais, je sais, je sais» et ils ressortent en disant: «Ah ben ça fait du bien d'avoir pu le décharger et d'avoir des idées plus claires, de voir un peu l'horizon, se concrétiser». Parce que quand on va pas bien pour n'importe quel trouble de santé mentale, ça peut être très anxiogène tout ça et au contraire, on peut tout garder pour soi et au final de le mettre sur papier, ça décharge un peu des c'est très souvent bénéfique, en tout cas ça parle à beaucoup de patients. Donc j'en suis très contente. À travers les épisodes que j'ai la chance de pouvoir tourner dans les différents entretiens que j'ai, c'est quelque chose qui revient très, très souvent, l'alliance thérapeutique et faire confiance aux praticiens qu'on va rencontrer et que effectivement le premier essai, parfois, il peut ne pas être le bon. Par contre, il faut garder le cap dans sa démarche d'avoir été chercher de l'aide et de vouloir entrer dans un parcours de soins. Mais c'est vrai que ça peut arriver, comme tu l'as dit très justement, avant de tomber sur le bon puisque, c'est ton exemple aussi. Faut garder en tête que en tant que thérapeute, quel qu'on soit, on reste des humains, on a nos personnalités, nos affinités. Toi, tu es pas ami avec tout le monde, moi, je suis pas amie avec tout le monde. Bah, avec les thérapeutes, c'est la même chose. Il y a des thérapeutes qui vont avoir des approches qui vont nous plaire, qui vont nous convaincre et d'autres où ça va pas passer. Mais c'est pas pour autant que c'est des mauvais thérapeutes ou que nous, on n'est pas capable d'être réceptifs à ces thérapies-là. C'est que derrière, il y a une personne humaine et que les patients et les soignants sont humains et les affinités, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il faut pas rester à ces échecs-là. Si ça passe pas, ça veut pas dire qu'il y a un problème ou que ça va pas marcher. C'est que humainement parlant, il y a pas d'affinité et c'est pas grave, c'est pas dramatique. On passe à autre chose, on essaye d'autres choses, on rencontre d'autres thérapeutes et il faut continuer d'y croire. C'est pas du tout un échec, c'est la nature humaine qui fait ça. Moi, j'ai essayé 3 psychologues différents avant de trouver la psychologue qui m'a vraiment fait du bien. Donc
Donc ce processus, il est long, il est différent d'une personne à l'autre et il est parsemé d'échecs malgré tout. C'est pas pour autant qu'il faut se décourager et c'est dur de garder espoir, mais si vraiment je pouvais donner un message, c'est vraiment de garder espoir parce que, ben, là, il y a 10 ans, on m'aurait dit qu'aujourd'hui, je serais là aujourd'hui, ben, j'aurais bien rigolé au nez de la personne qui m'aurait dit ça. Parce que j'y croyais pas du tout et encore moins de moi-même à mon tour, pouvoir accompagner des personnes, dans ce domaine-là. Alors que croyez-moi, franchement, j'ai rencontré des sacrés soleils dans mon parcours de soins et ils m'ont vraiment aidée et j'espère pouvoir apporter ça un peu aux patients aujourd'hui. L'espoir qu'on m'a apporté à un moment de ma vie dont j'avais besoin, pouvoir être cet espoir pour les gens aujourd'hui, qui traversent ça. J'aimerais avoir ton point de vue par rapport à donc à la structure où tu travailles. Tu es dans un centre de soins psy, qui accueille, des patients, bah, de tous les départements, notamment aussi, des gens qui viennent des Landes, mais qui viennent pas uniquement pour dépression comme on l'a abordé là. Tu es face aussi à des comportements, au niveau de l'addiction. Tu peux être sur d'autres troubles psy comme, la bipolarité et cetera. Dans ta pratique, quelle est ton approche comme ça quand une personne arrive dans le service et que chacun, est là avec sa pathologie? Hem, comment commence ton accompagnement avec elle? J'accueille au cas par cas et j'ajuste au cas par cas, parce que chaque personne et je prends pas une j'accueille pas une pathologie, en fait, dans ma salle d'ergothérapie. J'accueille une personne et je prends sa pathologie, elle la prend avec elle et elle me montre ce qu'elle a envie de me montrer et une fois que cet espace, sécurisant, il est créé, c'est là qu'on arrive vraiment à avancer. Au bout de quelques séances en général, j'arrive à travailler un peu plus profondément sur ça, mais dans un premier temps, j'accueille la personne pour ce qu'elle est vraiment. Pas parce que, «Ah bonjour, vous êtes bipolaire. Ah bonjour, vous avez un trouble anxieux généralisé. Bonjour, vous êtes alcoolique». Non, 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 moi je veux les gens ne se résument pas à ça et vraiment on doit briser les tabous là-dessus. Les gens viennent en ergothérapie pour trouver un lieu sécurisant où on va pouvoir travailler, sur ce qui ne va pas, dans leur vie, de ce qu'eux pensent qu'ils ont besoin de travailler et après ce travail, il se fait bien sûr, en équipe. On recoupe les informations pour pouvoir, faire avancer, la prise en charge de la personne. C'est important bien sûr et moi, ça me permet d'avoir des petites infos et de pouvoir lancer le sujet de façon complètement, bénigne, de peut-être que si je lui lance une perche, la personne la saisira. Je ne lui impose pas du tout. Je veux vraiment que ça vienne de la personne parce que ça n'a pas d'intérêt, de mon point de vue, de ce que moi j'ai à apporter en tant qu'ergothérapeute, d'aller creuser ça. Je réserve ça à mes chers collègues psychologues. Je tends des perches et je vois si ça prend, si ça prend pas. Parce qu'en plus, selon les personnes, selon les jours, selon les ateliers, ça va prendre ou ça va pas prendre et c'est pas grave, c'est pas du tout un échec et heu et puis ça évolue et je vois dans ma pratique que j'ai beaucoup évolué sur ce fonctionnement-là depuis 1 an et j'adore en fait, j'adore pouvoir lancer des perches aux gens et qu'ils les saisissent et de pouvoir, faire sortir des choses, ils se rendent pas compte du chemin qu'ils parcourent et du progrès qu'ils font et moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir les voir s'épanouir en quelques ateliers, c'est très satisfaisant, c'est très gratifiant plutôt. Alors moi, j'ai été moi-même patient aussi dans la clinique où tu exerces, mais à l'époque, tu y étais pas. On vient en ergothérapie, mais on ne sait même pas pourquoi. Parce que moi, je me souviens très bien que j'ai poussé la porte, mais je ne savais pas où j'allais, ni qu'est-ce que j'allais faire, ni quoi que ce soit. Donc on ne sait même pas pourquoi on vient, en fait. Et c'est ça qui est génial, parce qu'après, on a des gens comme toi qui sont des vrais soleils pour nous prendre au moment où on est, avec les éléments qu'on a et ce qu'on est capable de raconter de nous aussi. Et toi, tu essaies de défaire un peu la pelote de laine, hein. Et à l'époque, d'ailleurs, quand on s'est vu pendant le stage que je faisais donc là, ce coup-ci, en tant que patient expert, ton jardin, il était en cours d'aménagement. Moi, j'ai décidé de monter un jardin thérapeutique et j'ai eu la chance, d'avoir, ma direction qui était très, très, enthousiaste à cette idée. Je construis mes ateliers en fonction de ce qui me parle. C'est-à-dire que, par exemple, je propose le jardin, qui est un atelier parmi tant d'autres. Je propose aussi l'écriture. L'écriture, j'ai eu la chance de découvrir ça il y a 1 an. Pour moi, l'écriture, c'était quelque chose de qui ne m'apportait aucun bénéfice à titre personnel, même si je ne doutais pas que ça pouvait faire, beaucoup de bien à d'autres personnes, mais je ne propose pas à mes patients ce qui ne moi, ne m'apporte pas quelque chose. Parce que, je ça n'aurait pas de bénéfice, en fait, d'essayer d'inculquer quelque chose à quelqu'un alors que moi-même ça ne me parle pas. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc,
Le jardin comme l'écriture, bon, le jardin, ça a toujours été le cas, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, mais l'écriture, par exemple, ça fait seulement 1 an, donc j'ai découvert ça peu avant ma prise de poste, et ça m'a, c'était foudroyant comment ça m'a parlé tout d'un coup parce que j'ai découvert une façon de faire l'écriture que moi je pouvais proposer à mon tour et qui parle tellement à mes patients aujourd'hui. La preuve est que je répète 3 fois à l'atelier écriture dans la semaine, tellement ça a du succès. L'atelier jardin, là, il a été mis entre parenthèses pour certaines raisons, mais il va vite reprendre, je l'espère, parce que ça parle à plein de gens et qu'il y a plein de façons de faire du jardin thérapeutique. Puis j'ai la chance d'avoir les moyens aussi que la clinique me donne les moyens. Ça, c'est une chance inouïe, c'est pas le cas partout. Hem, j'en arrive à sélectionner vraiment mes ateliers, de ce qui moi, si je prends du plaisir à le faire, ça peut que, les patients le sentent, en fait, tout simplement. Je veux dire, si on fait quelque chose parce qu'on doit le faire, on y prend peut-être un peu moins de plaisir passé un certain temps. Moi, je prends énormément de plaisir et puis, dans un atelier écriture, on peut proposer, tellement d'exercices différents. Dans un jardin thérapeutique, on peut proposer plein de choses différentes. Dans le créatif aussi. C'est tellement, vaste et varié dans un seul atelier que ça laisse ouvert à plein de possibilités. Mais en tout cas, moi, je propose vraiment des choses qui me parlent à moi, qui me font du bien et je m'écoute. Vraiment, je fais énormément confiance à mon instinct et j'en reviens toujours au fait qu'il y a pas de hasard dans la vie. Par rapport, tu vois, quand tu évoques le jardin notamment, c'est vrai que pour les gens qui peuvent écouter, ils peuvent se dire, «Ouais super, pendant que je fais ma dépression donc je suis hospitalisé, on va m'apprendre à planter des patates». Alors, il faut aussi, remettre l'église au milieu du village. Quand tu disais tout à l'heure pour l'arbre de vie, ben je veux passer le permis de conduire donc dans les feuilles ou les branches, des choses qu'il faut que je mette en action, c'est passer un coup de fil et oui, ça demande un effort, effectivement, quand on a perdu le goût à faire des choses et au niveau de l'estime de soi, de prendre du temps, le contact aussi avec la terre, et cetera et moi je suis pas jardinier, j'aime même pas me faire à manger, mais quand on est dans un contexte comme ça où il faut, se remettre en accord avec soi-même et retrouver de l'estime, c'est des activités, moi je trouve, qui sont géniales. Qu'est-ce que tu entends quand ils sont sortis de là, par exemple, de la part d'un patient qui, je pense, et tu en as rencontré, était réfractaire au truc? Il y en a beaucoup qui se sont dit: «Mais, oh là là, mais, enfin, ça n'a pas d'intérêt». Vraiment, pour le jardin, en tout cas, le premier argument, c'est: «De toute façon, j'ai pas de jardin chez moi». Alors oui, vous avez pas de jardin, le but, c'est quand même qu'on passe un bon moment. Le but, c'est de prendre du temps pour soi et de faire pour soi-même et de faire aussi pour les autres. Parce que, par exemple, au jardin, on avait planté des salades et on a mis un article, sur, l'application de notre clinique qui parle du fait que, bah, c'est d'autres patients qui ont pu manger quelques semaines plus tard ces salades-là, donc c'est très, très gratifiant, très valorisant. L'estime de soi est très importante, dans la dépression. Parce qu'en fait, on perd le goût, on n'a plus envie de s'apporter de la valeur ou quoi que ce soit et oui, mettre les mains dans la terre, bon, qu'est-ce que ça peut nous apporter en soi? Mais déjà le fait de rester en mouvement, est très important, dans la dépression parce que si on s'écoute, on reste toute la journée dans le lit et on fait plus rien. Le fait d'être en mouvement et le fait, je pense aussi bénéfique dans un cadre, d'hospitalisation, c'est que, on n'est pas tout seul. On se rend compte dans ces ateliers que, bon voilà, le thérapeute, il nous dit: «Bah voilà, on va faire un trou, on va planter des trucs, bon voilà, on va le faire pour lui faire plaisir». Puis au final, à la fin de la séance, on se rend compte que on a pu papoter avec d'autres patients, on a pu un peu parler de ce qui va pas trop avec le thérapeute, on est fiers d'avoir pu le faire et bien le faire. On admire un peu le travail qu'on a fait et en fait, il y a plein de choses, très bénéfiques qui peuvent se passer dans ces ateliers-là. Et je le vois aussi énormément avec l'arbre de vie parce que du coup, cet atelier dans mon planning, il s'appelle «Adapter son quotidien». Il s'appelle pas «Arbre de vie» parce que je trouvais ça un peu trop, réducteur. Le but, c'est vraiment de cet atelier, c'est d'adapter le quotidien, à partir du moment où on vient en atelier et pour toute la suite, pas forcément que pour après l'hospitalisation, parce qu'on commence à mettre des choses pendant l'hospitalisation, enfin, à mettre des choses en place, pardon. Hem Ils viennent et ils me regardent avec des gros yeux en me disant: «Mais, moi déjà je veux pas dessiner», donc déjà là, j'ai réponse à tout, donc je leur dis: «Bah, c'est pas grave, on va pas dessiner, on va faire une liste». Mais, ils y voient plus clair et c'est juste que les supports qu'on peut proposer, c'est vrai que des fois, ils sont très réfractaires et je leur dis: «Écoutez, vous me devez rien, on se doit rien, vous le faites. Vous faites la séance, on fait un atelier. Si vraiment c'était, une corvée pour vous, bah, vous revenez pas la semaine prochaine, mais au moins vous aurez le mérite d'avoir essayé
et puis vous verrez ce qu'il en ressort. Puis franchement, dans 99 des cas, ils reviennent parce qu'ils se rendent compte que ne serait-ce que de passer du temps en groupe, avec un thérapeute pour le côté accompagnement et d'autres patients pour se dire: «Ah bah, finalement, je suis pas tout seul, à patauger», ben, rien que ça déjà, c'est bénéfique, peu importe l'atelier que qu'on va faire. Donc ça apporte énormément. Je voulais juste savoir, du fait d'avoir été toi aussi donc patiente comme tu l'as évoqué, maintenant tu es devenue professionnelle de santé, tu es ergothérapeute. Est-ce que tu dirais maintenant qu'en quelque sorte ton métier, il est devenu thérapeutique pour toi aussi? Ah, il est totalement. Moi, j'avais besoin, je pense, de trouver un métier qui me correspondait, à 100 pour pouvoir m'épanouir. Faut bien garder en tête que, on ne devient pas soignant pour se soigner. Par contre, oui, il y a un tel effet thérapeutique et j'admets qu'il y a une énorme fierté que j'ai, c'est que, je me dis, «Bah, on m'a aidé et maintenant j'aide des personnes, la boucle est bouclée». Et bien sûr que, ça m'apporte énormément de joie de voir mes patients évoluer en quelques jours, quelques semaines, de pouvoir les recroiser après et de les aider à pas se décourager s'il y a une rechute et qu'on se recroise dans les mêmes conditions que sont l'hospitalisation. Hem, Bien sûr que ça a un effet thérapeutique. Quelque chose qui, m'avait beaucoup marqué aussi, quand j'ai commencé les études, on m'avait dit: «De toute façon, pour travailler dans le soin et dans l'accompagnement, il faut être soit, passionné, soit fou» parce que c'est un des métiers qui sont incroyablement, beaux et qui apportent énormément au niveau humain. Mais par contre, je pense que c'est important d'être passionné et moi, je fais ça avec, beaucoup de passion et d'enthousiasme. Ça a vraiment cet effet thérapeutique, c'est-à-dire que là, par exemple, à titre personnel, j'ai dû arrêter de travailler quelques semaines. Bah, la reprise, ça a été une bouffée d'oxygène pour moi parce que, hem, j'ai je sais pas si c'est égoïste, mais j'ai besoin d'accompagner ces gens-là pour moi pouvoir avancer. C'est vraiment un but parce qu'en fait, en tant qu'humain, et j'essaie de trouver ça avec mes patients dans leur propre vie, on a besoin d'un but, en fait, d'un objectif pour avancer et moi, vraiment, c'est de pouvoir tendre la main comme on m'a tendu la main à une époque parce que je pense que si j'avais pas rencontré certaines personnes dans mon parcours, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, malheureusement. Donc bien sûr qu'il y a il y a des effets thérapeutiques de plein de façons différentes dans mon métier. Il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé, quand on a préparé, l'épisode, tu m'as raconté qu'une patiente t'avait dit un jour: «Merci d'exister». Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'admets que je reste humaine et quand je suis partie de là, j'ai versé ma petite larme. Ça faisait quelques semaines que je travaillais dans cette clinique et j'étais en période d'essai. J'ai ressenti tellement de fierté et un profond soulagement de me dire: «Je suis à ma place». Là, ça y est, je suis à ma place, j'ai trouvé, ma voie, je sais pourquoi je suis là et puis tellement de fierté parce que si elle me disait ça, c'est qu'elle, elle allait mieux de son côté et tellement fière de me dire: «Je l'ai orientée dans la bonne direction». Et bien que, la santé mentale, ça reste comme, n'importe quel type, de médecine, d'accompagnement, de thérapie. On peut jamais savoir comment le patient va être réceptif ou comment il va réagir. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Tout ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux et anticiper avec, aussi l'expérience. Bien que moi, quand je suis arrivée, du coup, j'en avais pas dans ce domaine-là. Je me suis vraiment sentie, à ma place et tellement fière autant d'elle que de moi et voilà. Donc je continue et je pense que, ce jour-là, en tout cas, m'a énormément marquée, même si des remerciements, on en a beaucoup dans notre carrière et dans notre quotidien. C'est très gratifiant, bien sûr, mais ça nous permet de continuer, nous, en tant que thérapeute, de continuer de faire ça. Parce que c'est vrai que quand, moi, je dis à titre personnel que je travaille dans la santé mentale, on me dit, «Ouh là là, mais tu travailles en psychiatrie, mais oh, ça doit être dur». Non, non, en fait, j'accompagne les gens avec leurs émotions, mais c'est pas mes émotions à moi, hein, d'accord? Leurs, émotions restent les leurs. Moi, j'accompagne juste ce qu'ils ont besoin de décharger. C'est pas dur, bien sûr qu'il y a des moments qui nous marquent plus que d'autres et des choses qui sont plus difficiles, on reste humain malgré tout, ça il faut le garder en tête, mais il faut pas s'empêcher d'être humain pour autant
et ça, c'est quelque chose que je prends notamment, quand j'ai des stagiaires, je leur dis: «On reste humain derrière» et moi, voilà, j'ai aucune honte à dire que oui, je suis sortie de là, j'ai versé ma petite larme, bon, de joie, bien sûr, et il faut pas en avoir honte, d'être humain derrière parce que si on enlève cette part d'humanité, ben, on devient des robots et un thérapeute qui est un robot, ben, c'est pas terrible, quoi. J'aimerais qu'on aborde un petit peu la paire aidance. Alors pour ceux qui nous écoutent, père, P-A-I-R, hein, c'est pas le Père Noël comme me le dit très bien David, le coordonnateur, d'Esperland. Puisque chez nous, chez Esperland, on est une équipe de pères aidants, donc on essaie d'apporter notre écoute et un accompagnement quand ça se présente à des personnes qui traversent des moments difficiles et on se base sur notre vécu, ce qu'on appelle notre savoir expérientiel dans leur établissement pour les écouter et les accompagner du mieux possible. Est-ce que toi, dans ta pratique, du fait que, en quelque sorte, tu as la double casquette, ça t'est arrivé de dire, «Eh bien, moi, j'ai eu également un épisode comme vous» et cetera, où tu restes vraiment, sur, la ligne d'éthique que tu es la professionnelle face aux patients? Alors ça, c'est une question que je me suis énormément posée au début de ma pratique en santé mentale. Dans un premier temps, j'avais choisi de pas l'aborder parce que je voulais trouver ma place en tant que thérapeute, autant vis-à-vis de mes patients que dans l'équipe. Donc dans un premier temps, je ne l'ai pas fait. Je le fais au cas par cas. C'est-à-dire que, s'il y a pas nécessité, que j'arrive à créer une alliance thérapeutique avec le patient, je vais m'en tenir à des choses, à très, très peu de choses personnelles me concernant. Si je sens que je peux nouer une confiance et que la relation, elle sera saine, parce que c'est quand même un vécu personnel, enfin très personnel, cet épisode-là. Je le cache pas par honte ou parce que j'ai peur que les patients s'en servent contre moi, mais c'est pas toujours bénéfique, en fait. Donc si je vois qu'il y a un moment où ça peut être très, pertinent et où ça peut m'aider à créer davantage de liens, ou que ça peut faire écho à la personne en se disant: «Non mais, cette personne-là, elle a réussi, ça veut dire que moi je peux y arriver aussi». Là, j'en parle. Ça m'est déjà arrivé d'en parler. Je mesure à quelle personne je peux le dire et qu'est-ce que je raconte aussi. Ça m'est arrivé parfois d'être très succincte et de simplement dire que voilà, moi, si je suis arrivée dans la santé mentale, ce n'est pas un hasard et les patients comprennent très bien généralement quand je dis ça. Ils me regardent avec plus, avec un peu de compassion parfois aussi, mais parfois aussi de l'espoir dans les yeux et là je me rends compte que je fais bien. Oui. Je m'épanche pas trop, ouais, sur le sujet, je reste en général très succincte. Je précise pas que c'était de la dépression ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que si j'ai accepté avec grande joie de participer à ce podcast, c'est pour pouvoir inspirer les gens parce que honnêtement, hem, si on m'avait dit, il y a 10 ans que j'en serais là aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, j'y aurais pas cru du tout et voilà, c'est très important de garder espoir et de pouvoir, si je peux aider des personnes avec mon parcours, si ça peut les inspirer, j'en suis très fière parce que je me dis: «Bon, ben, quelque part, si tout ça c'est arrivé, c'est pas par hasard» et je pense que humainement parlant, on essaye toujours de trouver une raison à ce qui nous arrive parce qu'on a besoin de croire en quelque chose de plus grand et voilà et moi, je crois vraiment que le hasard n'existe pas et à mon tour, si je peux aider des personnes comme j'ai pu être aidée, ben, c'est une victoire, en fait et là, déjà, j'ai un tel sentiment d'accomplissement alors que j'ai tout juste 27 ans et j'ai déjà l'impression d'avoir ce sentiment vraiment d'avoir accompli une grande partie de ce que j'ai à accomplir, dans cette vie et c'est tellement satisfaisant. C'est une grande satisfaction pour moi. Donc en arrivant vers la fin de cet entretien, si je te laisse le mot de la fin, quel serait-il? C'est vrai que ce mot de la fin, enfin cette phrase, elle aurait été très, très bien pour la fin. Une citation que j'aime beaucoup parce que je suis très, très tournée vers les citations, mais qui me parle énormément, qui finalement parle à beaucoup plus de patients que ce à quoi je m'attendais. C'est: «Il faut être patient avec soi-même parce que rien dans la nature ne fleurit toute l'année». Merci beaucoup Camille. Merci à toi en tout cas de m'avoir accueillie. J'espère vraiment, que ces mots atteindront, des personnes et pourront, les aider à continuer d'avancer. Merci à tous pour votre écoute. Continuez de suivre les actualités d'Esperland sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode.